Robert Bourassa, c'est quelqu'un d'hésitant et qui ne bouge pas. T'sais? C'est l'hésitant immobile. L'évêque, c'est l'hésitant mobile. OK? Et donc, c'est pour ça que les hésitants peuvent s'identifier en lui et peut-être avancer avec lui. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, des invités de marque René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau. Ben oui, non, pas tout à fait. Quoique, Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour Rémi. Vous les connaissez bien? Je vis avec eux. C'est ça, là. Je vis avec eux depuis 4 ans au moins. Et puis, pour écrire. Et parfois, j'en rêve. Alors, oui, j'en rêve. Jusque-là, là. Alors, je rêve, par exemple, Pierre Trudeau, il m'amène dans le grenier de sa mère pour essayer de trouver des archives. Donc il m'aide à trouver des archives. Alors, René Lévesque, le pire que j'ai eu, c'est, j'arrive à une conférence de presse, il est là. Et il est assis parmi les journalistes, mais c'est René Lévesque. Ça fait que je m'approche et puis je lui parle, puis il est très amical, puis tout ça. Puis je lui dis, vous savez, je suis en train d'écrire une biographie parallèle de vous et de M. Trudeau. Est-ce que vous accepteriez de venir au lancement? Il dit non. Il veut pas venir. Ça fait que là, je suis très déçu dans le rêve, puis je vais un peu plus loin, puis je vois quelqu'un, puis il dit « Qu'est-ce que t'as? » Il dit « L'évêque refuse de venir à mon lancement. » Il dit « Il y a une bonne raison. » Je dis « Quoi? » Il dit « Il est mort. » Ah oui, OK, d'accord. Alors là, j'ai dit « Oui, c'est vrai. C'est une blague de péquiste, ça. C'est peut-être une blague de péquiste, tout à fait. » Au début du livre, d'ailleurs, donc c'est le 2e tome sur 3. Vous prévoyez toujours en faire un 3e. 4. Est-ce que l'idée... Au début, c'était 3? Au début, c'était 1. Au début, c'était 1, mais après le premier... Ouais, après le premier, c'était 3. C'était 3, puis là, vous avez écrit le 2e, puis là, c'est sûr que ça va être 4. Oui. Je peux vous dire pourquoi. Allez-y. Et je tiens à m'excuser auprès de tous mes lecteurs. C'est que, donc, le 2e devait couvrir toutes les années 60 et jusqu'à la crise d'octobre, qui est un très gros morceau. Et lorsque j'ai commencé à envoyer les chapitres finaux au graphiste pour monter le livre, donc, il a monté les 10 premiers chapitres. Puis là, j'ai fait une règle de 3 du nombre de pages que ça allait donner avec les chapitres qui me restaient à écrire. Puis ça aurait dépassé 1000 pages. Puis là, j'ai dit, même moi, je ne l'achèterai pas. Alors, je vais permettre à mes lecteurs de digérer correctement et je vais couper en 2 les années 60 qui sont très chargées. C'est une très bonne idée, M. Lisée. La Bible a déjà été écrite, donc pas de raison d'écrire des trucs de 1000 pages. Je suis en train de lire les frères Karamazov, puis je vous dirais qu'après 800 pages, là, on veut passer à autre chose. Je ne sais pas regarder des vieux épisodes de District 31. Un petit mot d'abord, si ça ne vous dérange pas. Moi, j'étais à Paris il y a quelques jours, puis vous avez été mêlé à une sorte de controverse. Ah bon? À Paris? Non, pas à Paris, mais moi, j'étais sur Twitter, puis je suivais un peu ce qui se passait, puis... c'est quoi, vous avez dit que Arun Boisy était inassimilable? Oui. Oui. Ça a été mal reçu? Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un compliment. OK, donc... De dire que quelqu'un est tellement unique qu'il est inassimilable. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un dise « Ah, Lisée, il est inassimilable, effectivement. » Mais vous savez, en politique, lorsqu'on considère que quelqu'un est un adversaire, on va saisir des occasions de le dénoncer. Parfois, les occasions sont légitimes, parfois, elles sont complètement construites, comme celle-là. Bon. Alors, mon opinion de Arun Boisy, c'est que, puis je l'ai écrit dans Le Devoir, c'est l'homme qui devrait recevoir le prix de celui qui a le plus nui au vivre ensemble au cours des 4 dernières années. Lorsque vous êtes député ou vous vous présentez devant un groupe d'origine maghrébine et que vous leur dites tous les jours à l'Assemblée nationale, j'entends des gens dire que vous êtes inférieur. D'abord, c'est un mensonge, et c'est un mensonge qui suscite la discorde. Et je pense que c'est inexcusable. D'ailleurs, les membres de son caucus ont voulu l'expulser, avec raison, mais les militants ont décidé de le garder. Bon. Alors, donc, je n'ai pas une haute opinion de la contribution publique de M. Boisy,
Maintenant, je ne doute pas du tout que c'est un Québécois bien intégré. Il a été élu à l'Assemblée nationale. C'est bien un signe d'intégration. Mais ce jour-là, il avait dit que le projet de constitution de Simon-Jolin Barrette était assimilationniste. Il reprenait un commentaire outrancier de l'Association de l'Assemblée des Premières Nations qui dit ça aussi. Bon. Alors, moi, je les ai écoutés, les Premières Nations. Bon, la Constitution dit... la Constitution proposée, qui ne sera pas adoptée... Pensez pas? Non. Reconnaît l'existence des nations, reconnaît leurs droits et leurs droits tels qu'ils vont continuer à être... Donc, la Constitution ne change rien sur le statut des Autochtones, mais ils ont décidé qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils disaient ça. Bon, OK. Ils ont le droit d'être outranciers dans leur réaction. Je ne sais pas si c'est pas très constructif, mais c'est comme ça. Puis je suis d'accord avec eux qui n'ont pas été correctement consultés, puis tout ça. Bon. Maintenant, donc, Boisy reprend cette outrance. Il est habitué aux outrances. Et là, moi, de façon... pour faire une dérision, et je sais que dans le débat sur l'intégration, l'assimilation, c'est quelque chose que tout le monde rejette. On veut intégrer, on veut interculturaliser, on veut multiculturaliser, mais on ne veut jamais... Mais moi, je me suis prononcé pour la convergence culturelle, pas pour l'assimilation. Alors donc, sachant que tout le monde est contre l'assimilation, j'ai dit, de toute façon, t'inquiète pas, t'es inassimilable. Alors lui et ses amis de QS ont décidé que c'était une bonne poignée pour m'accuser de tous les maux, ce qu'ils ont fait de façon assez coordonnée, puis, bof. C'est tout. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu bizarre que finalement les souverainistes soient souvent les pires ennemis des souverainistes? Ah. Parce que là, on pourrait parler juste de ça, puis on pourrait parler aussi du rapport des Oui-Québec il y a un mois. Ouais. C'est une bébite particulière que les indépendantistes. Une bébite qui se bouffe de l'intérieur? Non? On peut dire, c'est une lecture. On peut dire aussi que le mouvement souverainiste est assez divers pour que, à l'intérieur de tous ceux qui veulent voter oui, il y ait des divergences idéologiques marquées. Et c'est indispensable. C'est indispensable. Moi, donc j'étais en 95 avec M. Parizeau. J'étais celui qui, parmi d'autres, essayait d'élargir le plus la coalition. Et lorsque j'ai vu un macaron que je cherche toujours, s'il y a un auditeur qui a ce macaron, je le veux, j'ai vu que c'était d'en voir. Je déteste Parizeau, mais je vote oui. J'ai dit ça, c'est la preuve que la coalition fonctionne. OK? Alors donc, qu'il y ait des débats au sein de la coalition loin du référendum, ça va. La question, c'est au moment du début de la campagne référendaire, est-ce que tout le monde va tirer dans la même direction en disant, bien, nos différences existent, elles restent, mais là-dessus, on est d'accord. C'est ce que Mario Dumont, Parizeau, Lucien Bouchard, Françoise David et tant d'autres ont fait en 95. Là, c'est peut-être la question d'un voyeur, mais moi, je suis très intrigué parce que je sais que vous travaillez beaucoup, de la télé, et là, écrire un livre à partir d'archives, faire un travail d'historien, même si vous ne vous présentez pas comme historien, moi, la méthode me fascine, puis je sais qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui sont intrigués. Comment vous travaillez ça? Puis aller dans le détail, là, est-ce que vous faites ça le matin, le soir, la nuit? Bon, moi, ma période la plus productive, c'est entre 14h et 2h du matin. Ça, je ne suis pas un gars de matin. Vraiment pas. J'ai beaucoup d'admiration des gens qui se lèvent à 5 heures, écrire avant leur journée. Moi, je suis incapable. Mais donc, c'est entre 14 heures et 2 heures du matin. Je ne dis pas que je fais ça tous les jours, mais c'est ma période où je suis dans la zone. Je me sens dans la zone. Et lorsque j'ai l'impression que là, je ne suis plus dans la zone, je le sais tout de suite, je vais dormir 15 minutes. Puis je reviens dans la zone. Je prends une vitamine C. Puis bon. Aussi, en dernier recours, je vais aller marcher autour du quadrilatère. Et donc, ça, c'est pour... Bon. Et c'est sûr qu'il y a on vit dans la période. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, là, pour un bout de temps, je faisais les mordus le lundi et le mardi, pour qu'à partir du mardi après-midi jusqu'au dimanche, je puisse vivre dans les années 60. Et là, je vis dans les années 60. Je lis sur les années 60. J'écris sur les années 60. Là, je suis plongé là-dedans. J'y pense la nuit, pas seulement en rêve. Je me réveille, je prends des notes. Ah oui, ça, j'ai oublié ça, etc. Puis bon, c'est comme le coureur qui a son second souffle. Il y a un moment, je suis dans un univers parallèle où je suis dans l'écriture et je perds la notion du temps. Est-ce qu'on en vient à être obsédé? Je pense que le mot, de toute façon, c'est décidé. Je pense que oui, on est obsédé par notre sujet, mais est-ce que nos sujets
puisqu'ils sont tellement rendus près de nous, ils nous en viennent presque à nous énerver. Est-ce que les défauts de Lévesque vous plombent? Est-ce que les défauts de Trudeau vous plombent? Non, ils me réjouissent. Ils me réjouissent. Ouais. Bon, la grande histoire, on la connaît, je n'ai pas besoin de l'écrire. C'est toutes les aspérités qui nous intéressent. C'est ce qui est savoureux, c'est ce qui est étonnant, c'est ce qui est choquant. À chaque fois que je trouve quelque chose de choquant pour l'évêque, moi, je suis dans la découverte. D'ailleurs, je n'ai pas de thèse du tout. Évidemment, tout le monde sait que je suis souverainiste, je suis plus proche de l'évêque que Trudeau, mais dans ce livre, je veux simplement, moi, découvrir des choses que je ne savais pas et les faire découvrir aux lecteurs. Puis plus c'est étonnant, plus ça contredit l'image qu'on a d'eux, plus c'est intéressant. Voilà. Racontez-nous le début du parcours politique de René Lévesque. Moi, je le savais, mais je l'ai redécouvert. Ça a été extrêmement difficile. Il se présente en 1960. C'est pas une élection, c'est pas une campagne qui est facile. On se bat, on porte des armes, on va saisir des armes illégales. Il va devoir même aller jusqu'à se trouver un garde du corps, et pas n'importe lequel. Alors, Johnny Rougeau, ça, c'est intéressant parce que... Le lutteur. Le lutteur. Puis qu'un lutteur qui est une énorme vedette à ce moment-là. OK? Il a gagné des tournois aux États-Unis. Bon, il a fait un peu d'argent. Il s'est acheté des commerces, dont une mercerie qui est dans la circonscription de Montréal-Laurier que René Lévesque convoite. Donc, il va voir Rougeau dans sa mercerie pour essayer de le convaincre de l'aider. Puis même, il sait, parce que l'ami de René Lévesque, qui était Pierre Laporte, avait été candidat dans la circonscription 4 ans auparavant et avait bien vu qu'il y avait aussi de la violence. Il y avait de la fraude et de la violence. Et donc, il s'est dit, écoute, si Johnny Rougeau voulait m'accompagner parfois, ce serait bon. Mais Johnny Rougeau ne s'intéresse pas du tout à la politique, puis il dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Et là, il va se faire couper les cheveux juste après. Et c'est Rougeau qui raconte dans ses mémoires que le député unioniste sortant arrive avec deux fiers à bras italiens, puis il dit, on apprend que tu as reçu René Lévesque dans ta mercerie, puis on est ici pour t'avertir que si tu t'engages avec lui, les deux gars vont faire ton affaire. Ça, Rougeau se lève, met les deux Italiens par terre, puis dit au député, là, tu viens de faire une erreur parce que tu vas perdre l'élection. Puis là, Rougeau s'en va voir l'évêque, puis dit, je suis avec vous. Puis il a été avec lui pendant toute la campagne. Non, mais c'est incroyable. C'est une autre époque. L'Union nationale va présenter un candidat et aussi un autre candidat, en tout cas s'arranger pour qu'un autre René Lévesque se présente pour faire en sorte que les gens, lorsqu'ils se retrouvent dans l'isoloir, fassent l'erreur de voter pour le mauvais René Lévesque. Exact. Bon, alors ça, c'est la beauté de la recherche. Alors, moi, je savais cette histoire-là, je l'avais lu dans Godin, ailleurs, tous les biographes de Lévesque en ont parlé. Puis moi, bon, je me suis dit, c'est quand même pas compliqué, là. C'était René Lévesque, Parti libéral, puis René Lévesque, indépendant. Alors, qui allait se tromper? Ben non. La loi électorale, à l'époque, ne faisait pas en sorte que le nom des partis était sur le bulletin. C'était juste le nom des personnes, avec une qualification. Alors, il y avait René Lévesque, journaliste, et René Lévesque, artiste. Bon, et dans quel ordre? Ben, la loi électorale disait, les deux premiers sur le bulletin, c'est le gouvernement et l'opposition officielle, dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille. Fait qu'il fallait que tu le saches. Et les autres, ensuite, sont par ordre alphabétique de leur nom de famille. Alors, c'est juste à l'élection de 66 que l'évêque et le sage vont introduire le fait que, ben non, on va avoir le nom du parti. Alors, puis en plus, ce René Lévesque, artiste, on ne sait même pas s'il existe. Parce qu'il suffisait que quelqu'un se présente au directeur général des élections avec une liste de noms appuyant le candidat pour que le candidat soit inscrit. Et puis, on ne l'a jamais vu dans la campagne. Mais la confusion était tellement dangereuse que l'équipe de l'évêque avait mis sur des voitures voter René Lévesque, journaliste, pas René Lévesque, artiste, puis il faisait le tour du quartier sans arrêt pendant la dernière semaine de l'élection. Il y a peut-être même des gens qui ont pensé que parce qu'il avait passé à la télévision, c'était un artiste. Il aurait pu. Et qui ont voté parce qu'il avait animé Point de mire, on le sait. Donc, on l'a vu à la télé, c'est l'artiste. J'ai voté pour Lévesque, l'artiste. Vive Lévesque, l'artiste. Racontez-nous l'entrée de Pierre Elliott Trudeau en politique, parce que là, c'est différent.
C'est un preneur de risque, Trudeau, vous le rappelez, genre de gars qui veut aller à Cuba en ramant, qui drague des interprètes chinoises lorsqu'il va visiter la Chine de Mao. Il veut enseigner, se promener en voiture de luxe pour avoir lu suffisamment de bio. Tu sais, c'est un dragueur, là, c'est quelqu'un qui veut s'éclater, en fait. Et pourtant, la politique va réussir à l'attirer. Ben, d'abord, dans les années 50, celui qui est le plus actif pour changer les choses en politique, c'est Trudeau. Alors que Lévesque, lui, c'est un journaliste, il est dans les gradins, il est excellent dans les gradins, un excellent spectateur, mais c'est pas un acteur. Trudeau essaie, ça c'est dans le premier tome, de créer une coalition anti-Duplessis avec les libéraux, les socialistes, les gens de Jean Drapeau, qui a créé un mouvement pan-québécois avec sa Ligue d'action civique. Et il ne réussit pas, mais il essaie sans arrêt. Et là, arrive 1960, l'élection qui peut tout changer, et Trudeau est très peu présent. J'ai trouvé dans ses archives, dans ses petits calendriers écrits de façon minuscule, qu'il était présent à l'assemblée de lancement de la campagne de Lévesque, mais il ne fait pas campagne, alors que dans les élections précédentes, il avait fait campagne pour ce qui précédait le NPD. Il avait fait des discours, il a fait des entrevues, il était allé en région. Puis là, cette fois-là, dans Cité libre, il appelle à voter pour le Parti libéral, mais il est certain que la caisse électorale va avaler les réformistes comme son ami Lévesque. Donc, il n'y va pas. Et ensuite, il est agréablement surpris de voir que les réformes se font, puis que la caisse électorale, elle existe, mais elle n'empêche pas les réformes. Puis ça, on le doit à Lesage. Moi, je suis sorti de la recherche sur ces années avec un immense respect pour Jean Lesage. Puis d'ailleurs, Jean Lesage était tellement contre le patronage qu'il donne à Lévesque, au début, le ministère du patronage, qui est le ministère des Travaux publics. Alors, c'était bien le signal qu'il n'en voulait pas de patronage. Bon. Alors, là, Trudeau est à l'Université de Montréal, c'est un observateur, et lorsqu'on lit, puis moi, ce que je fais, c'est que je lis les articles de Trudeau à mesure qu'il les écrit dans l'ordre chronologique où j'écris le livre, donc je peux suivre sa pensée et voir les variations. De 60 à 63, il brûle d'entrer en politique. Il veut entrer en politique. Puis il continue à penser que le Parti libéral n'est pas le bon véhicule, puis il écrit qu'il aimerait créer un nouveau parti, avec Lévesque, avec Jean Marchand, avec, etc., parce qu'il a toujours peur que la droite revienne. Il est très anti-droite. Mais finalement, moi, j'ai une indication que Lévesque lui aurait proposé de se présenter en 62 à l'élection de la nationalisation et qu'il a refusé. Mais ensuite, en 63, il pense aller au fédéral. Et là, il ne peut pas parce qu'il y a un grand débat à l'époque, c'est la présence des ogives nucléaires sur le territoire canadien. Lévesque, Trudeau, tous les progressistes sont contre, Thérèse Casgrain, Jeanne Sauvé, etc. Il y a un grand mouvement contre la présence des ogives nucléaires. Et le Parti libéral du Canada, qui était contre, devient pour. À la dernière minute, parce que les sondages, avec la crise des missiles de Cuba qui vient d'arriver, montrent que finalement, c'est une position qui peut être électoralement rentable. Alors, Trudeau est empêché en 63 d'aller à Ottawa. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est la fin du Canada, cette période-là de l'histoire, parce que c'est la dernière fois que le Canada... la première fois que le Canada prend une position qui se colle sur les positions américaines, donc cesse d'être un pays à ce moment-là. C'est une thèse que vous connaissez, j'imagine. Parlez de Jean Lesage. C'est un bon vivant, hein? Dans votre livre, on voit il boit beaucoup d'alcool. Oui. C'est un homme qui tincle. Là. Oui. Bon, alors, la question de l'alcool est importante. Et puis, j'ai eu accès à des entrevues que le biographe de Lesage, Dale Thompson de McGill, avait fait plein d'entrevues. Il ne les avait pas utilisées en les citant, il les avait synthétisées. Je suppose, mais ce n'est pas clair dans ses archives, qu'il avait promis l'anonymat à plusieurs de ces gens-là. Ils sont tous morts. Je n'ai pas pu vérifier avec Dale. Il est aussi au cimetière. Donc, ma règle journalistique, c'est qu'on est libéré de la promesse d'anonymat. Donc, moi, je peux utiliser toutes ces citations qui disent dans le détail comment... Lesage, bon, évidemment, il était jeune. Il vient d'une famille très modeste. Très modeste. Contrairement, il y a des airs de grand seigneur, de petit-fils de baron, non. Il vient d'une famille qui a beaucoup souffert du manque d'argent. Et la raison pour laquelle Lesage s'est toujours battu pour la gratuité scolaire, c'est que lui-même a eu beaucoup de difficultés à financer ses études.
Et donc, il est dans l'armée pour faire de l'argent. Dans l'armée, on boit beaucoup. Il a des proches qui sont dans le Parti libéral et qui boivent beaucoup. Les hommes boivent beaucoup à l'époque. Et lui, il boit beaucoup. Puis quand il était à Ottawa, ça semble... ça n'a pas d'impact sur sa productivité. Lorsqu'il est premier ministre, non plus. C'est un bourreau de travail, mais il a besoin de 2 verres de gin le matin pour se donner de la contenance et diriger le Conseil des ministres. Et là, il y a tout ce manège d'amis qui lui mettent des fioles dans les toilettes, puis que sa femme ou un autre conseiller qui vide les bouteilles qu'il cache dans son bureau, etc. Alors, c'est un sujet de préoccupation. À l'élection de 62, on lui a adjoint un médecin qu'on présente comme un conseiller juridique à la presse. Et c'est un médecin qu'il suit constamment, essentiellement pour l'empêcher de boire le jour. C'est incroyable. Mais est-ce que nos premiers ministres, les meilleurs d'entre eux, n'ont-ils pas tous été un peu... Parizeau, vous l'avez connu, apparemment, il aimait bien un petit verre. René Lévesque, jusqu'à un certain moment, à partir surtout des années 80... Duplessis, pas tant que ça, parce que Duplessis, il arrête assez de boire vite quand il se fait diagnostiquer le diabète, je pense. Là. Oui. Donc, c'est dans ses premières années. Il y a comme un terrain commun, là. Non, mais nous vivons depuis, je sais pas, les années 70, une période atypique de la consommation d'alcool le jour. Okay? Avant nous, les gens d'affaires, les cadres d'entreprise, les politiciens, etc., buvaient le jour, à partir du midi. La seule question, c'était qui est encore productif l'après-midi ou non. C'était la seule question. Et donc, ils ont grandi là-dedans. Lévesque était un bon buveur, pas un alcoolique. Le Sage n'est pas un alcoolique jusqu'à un certain point qui va être dans le prochain tome, où là, ça devient un réel problème. Mais donc, ça fait partie de la culture. Puis en fait, c'est pas viril si tu bois pas. C'est un peu louche. Parizeau, lui, on fait un petit aparté. Parizeau, alors, Parizeau a toujours été un bon buveur toute sa vie. C'est devenu problématique lorsque sa femme, Alice, est morte. Il y a eu une période là, où c'est devenu problématique, une période d'à peu près 2 ans. Moi, je l'ai connu à partir de sa prise du pouvoir et ce n'était pas problématique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire... Non, d'abord, parlez-moi de... Dans le premier tome, on avait des textes qu'ils avaient écrits jeunes de part et d'autre, René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau. On avait quand même découvert que, sachant qui ils allaient devenir, qu'ils avaient déjà pensé autrement. Là, dans le 2e tome, on découvre, c'est un peu la suite logique des choses, qu'ils ont été attachés à des figures charismatiques. Lévesque rencontre Fidel Castro en 1959, reste quand même assez défenseur de ses idées jusqu'à très tard, jusqu'à au moins à l'élection où il se fait très écœuré là, dans les années 60. Pierre-Éliott Trudeau, Fidel Castro, il y en a même qui sont allés à penser que on peut aller jusqu'au bout de ça tout seul. Fan quand même de Castro, l'a rencontré, a serré la main de Mao également. Comment on peut faire la part des choses? Ils sont devenus des hommes d'État qui ont eu le mandat de faire dans le pragmatisme, et pourtant, ils revenaient quand même de loin. Alors, ça, c'est 2 personnes qui auraient été très à l'aise dans un parti, au nouveau Parti démocratique. La raison pour laquelle Trudeau ne va pas au NPD, c'est parce que le NPD est pour la thèse des 2 nations. Alors, c'est la question québécoise qui l'empêche d'aller au NPD, mais il est d'accord pour le reste. Puis d'ailleurs, une figure influente parmi les débats des intellectuels du NPD. Lévesque a été sollicité pour être chef du NPD à sa création. Et avant d'aller chez les libéraux, il y a un moment où il se pose vraiment la question, est-ce que je dois aller au NPD ou non? Puis c'est pendant une conversation avec Stanley Knowles qu'il se rend compte qu'il ne sera jamais à l'aise autour d'un cabinet. Il pense que l'NPD va prendre le pouvoir, OK? Puis il se voit dans le cabinet où il se voit... je ne pense pas qu'il ose se penser premier ministre, mais en tout cas, c'est pas très clair. Mais il dit, non, je ne pourrais pas. Il connaît très bien le Canada. Comme journaliste, il a traversé le Canada plusieurs fois, puis il voit bien que ce n'est pas sa zone de confort politique. Il s'en rend compte, il n'y va pas. Mais c'est pour vous montrer que, politiquement, lorsque Lévesque veut écrire dans Cité Libre, puis il écrit 2 articles en 1960 dans Cité Libre, il est au diapason de Trudeau sur les paramètres gauche-droite. Alors, il est
il est pacifiste et neutraliste, comme Trudeau. Tous les deux, ils pensent que le Canada ne devrait pas s'engager avec les États-Unis dans la guerre froide, devrait être un pays neutre. Bon. Alors ça, c'est une opinion complètement iconoclaste à l'époque. Et les neutres sont considérés comme des idiots utiles alliés des Rouges. Bon. Ensuite, évidemment, ils sont tous les deux anticléricalistes pour la séparation de l'Église et de l'État. L'évêque est un mécréant, Trudeau est un croyant, mais là-dessus, ils sont d'accord. Évidemment, ils étaient contre Duplessis. On a toujours dit que l'évêque était fasciné par les États-Unis. C'est vrai, il est fasciné par la culture américaine, la lutte pour les droits civils, Martin Luther King. Il suit de près la politique américaine, mais il est anti-impérialiste américain. Donc, ils ont des positions socialistes démocratiques. Il y a des éléments qui montrent que parfois Trudeau est plus marxisant. Alors, ils sont complètement... Mais tout le monde est fasciné par Castro et Guevara en 59, 60, 61. Puis là, on voit que lorsqu'il se met à tuer les opposants puis à se déclarer communiste, quand il est venu à Montréal en 59 puis qu'il a rencontré l'évêque, il a dit « Non, moi, je ne suis pas communiste. » Bon, on sait qu'il était membre du Parti communiste depuis plusieurs années maintenant. Le socialiste, c'est ça qu'il disait. Il disait qu'il était pragmatique, puis en tout cas, mais il n'était pas communiste. Mais en 64, dans une entrevue, l'évêque dit, Castro est un peu devenu Batista, le dictateur qu'il avait renversé. Alors, donc, ils sont des socialistes démocratiques. Ce qui est pire pour Trudeau, c'est que lorsqu'il va en Chine, donc en 61, puis il écrit avec Jacques Hébert le livre « Deux innocents en Chine rouge », moi, je l'appellerais « Deux indulgents en Chine rouge ». Parce que voilà des gens très critiques, engagés dans la Ligue des droits de l'homme au Québec, très prompts à défendre les droits individuels, mais qui, en Chine, disent, bon, c'est vrai qu'il doit y avoir des accros, mais globalement, Mao fait exactement ce qu'il faut faire. Puis là, tu te dis, un instant, là, on a quand même, au moment où vous êtes là, il y a des témoignages contemporains qui disent le contraire. Il les évoque, mais il les rejette du revers de la main. Puis là, ce qui est fort, c'est que la Chine a envahi le Tibet, OK? Puis il y a plein de témoignages. Puis eux, ils sont complètement embarqués dans le fait que la politique de Mao face aux minorités est tellement bonne qu'on pourrait s'en inspirer au Canada. Non, merci. Non, merci. Alors donc... C'est parce qu'on ne les voit pas. C'est que lors du voyage de Pierre-Éliott Trudeau en Chine, je pense que c'est lui ou un de ses compagnons qui observe qu'on a fait le ménage. Là. Bien sûr. On s'est arrangé pour qu'on ne voit pas ce qu'on devrait voir dans ce pays-là quand il n'y a pas de visiteurs. Mais ils le savent. Ils savent que c'est arrangé. Et donc, on s'attendait de Trudeau à la distance critique de dire, lorsqu'on lui présente un truc sur la Chine est très gentille avec les minorités, moi, j'ai lu dans le New York Times que vous avez envahi le Tibet, puis que le Dalai Lama s'est réfugié en Inde, alors vous me racontez des sornettes. Mais il n'utilise pas sa distance critique et se fait le relais de la propagande maoïste. Mais je vais vous reposer la question parce qu'il y a un truc, vous dites qu'il est un peu plus marxisant, Trudeau, mais à 35 ans, il est marxiste, là, Pierre-Éliott Trudeau. À 35 ans. Donc, c'est quand même spécial de se dire que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, mais non, c'est dans quelques années à peine, il va devenir premier ministre d'un pays. Oui. Donc, là, on n'est peut-être pas rendu là. Non, mais c'est vraiment spécial comme transformation. Oui. Est-ce que c'est un opportuniste donc, qui change sa veste au bon moment, sa cape, ou c'est vraiment quelqu'un qui va progresser et cheminer de façon spectaculaire en si peu de temps? Là, dans ces années-là, évidemment, donc, ils ont eu la discussion entre eux en 60 avant l'élection de Lesage. Est-ce que nous, réformistes idéalistes, devons prendre le risque d'entrer dans un véhicule politique imparfait comme le Parti libéral du Québec? La réponse de l'évêque, c'est oui. La réponse de Marchand, ça aurait été oui s'il ne devait pas finir de réformer la CSN. La réponse de Trudeau, c'est non. Ensuite, Trudeau continue à vouloir créer un nouveau parti qui ne serait pas imparfait. Évidemment, ça ne se réalise pas. Et là, il se rend à l'idée de l'évêque que les réformistes idéalistes doivent utiliser un véhicule politique qui peut prendre le pouvoir, puis à l'intérieur duquel on va faire des changements.
C'est ça. C'est drôle, le mot gauchisme, ça sort beaucoup. Ça s'accuse de gauchiste. Trudeau est accusé de gauchiste. Lévesque, beaucoup. Aussi, je lisais le livre, je me disais, on dirait presque une étiquette. C'est comme l'extrême droite aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire... Infamant, c'est infamant. Oui, puis on la lance sans... Chaque fois, des fois c'est peut-être fondé, mais des fois pas. Souvent pas, en fait. C'est spécial. Bon, alors c'est sûr que l'expression « révolution tranquille » n'existe pas et n'a pas été utilisée par l'équipe de Lesage en 60. Ça aurait été la pire chose à faire parce qu'ils se battaient contre une potentielle majorité d'électeurs conservateurs, pro-Union nationale, religieux, catholiques, etc. Et donc, dans la campagne de 60, l'Union nationale fait tout pour convaincre les électeurs que Lesage, Lévesque et certains autres sont des gauchistes, sont des marxistes, sont des athées. Il y a même... alors, Lévesque, qui prenait des libertés, avait dit, juste avant la campagne, à un groupe de gens d'affaires, on disait hommes d'affaires à l'époque, que c'était important, pour faire des réformes, parfois, il fallait être gauchiste. Il assumait, il faut être gauchiste pour faire des grandes réformes. D'ailleurs, dit-il, le plus grand gauchiste de tous les temps, c'était Jésus-Christ. Alors, il lance ça. Alors, évidemment, les catholiques conservateurs ne sont pas d'accord et ils font des publicités pour dire « Monsieur Lévesque, Jésus-Christ n'était pas un gauchiste. Okay? » Alors, on est dans ces éléments de débat. Alors, pour eux, tout le monde qui est à gauche du Vatican, c'est des gauchistes, c'est des communistes, et même le terme « antéchrist » est utilisé pour décrire l'évêque. Ça, c'est le contexte dans lequel l'élection de 60 se fait. Oui, puis d'ailleurs, il ne fallait pas prouver d'une façon ou d'une autre qu'on avait un lien avec la religion catholique sur notre bulletin de vote. Non, c'était... alors, l'équipe du tonnerre, c'est une brochure publiée par les libéraux pour présenter les candidats dans chaque circonscription. Et là, un effort avait été fait pour que, dans la description de chaque candidat, le lien avec la religion catholique soit noté. Alors, M. X a un frère curé. Sa sœur est au couvent des Ursulines. Puis alors, tout le monde avait quelque chose à dire, sauf Georges-Émile Lapalme, le chef sortant, qui, lui, n'avait rien à dire, et René Lévesque, qui n'avait rien à dire. Mais Lesage, lui, avait rencontré le pape. Alors ça, c'était le maximum, c'est la médaille d'or. Bon, là, entrons dans le vif du sujet. Il y a un truc qui est généralement dit au sujet de Pierre-Éliott Trudeau. Il méprisait les Canadiens français. Ça, on dit souvent ça. Puis il faut dire qu'il y a un passage d'un texte de 1962 que vous citez, sans pour autant citer le même passage. J'ai quand même vérifié. La nouvelle trahison des clercs, c'est un texte fameux, peut-être son texte le plus incendiaire qu'il n'a jamais écrit, dans Cité libre 62. Le passage, c'est le suivant. Il n'est pas dans le livre, mais c'est bien qu'il ne soit pas dans le livre parce que comme ça, vous brodez un peu autour, parce qu'il a été vraiment souvent cité, mais je le cite quand même. Donc, c'est Trudeau qui écrit ceci. « On compte que la naissance de notre État-nation libérera 1000 énergies insoupçonnées et que, par là, les Canadiens français pourront enfin rentrer en possession de leur héritage. Bref, on croit à une énergie créatrice qui donnerait du génie, et c'est là que ça devient quand même assez cruel, du génie à des gens qui n'en ont pas et qui apporterait le courage et l'instruction à une nation indolente et ignorante. Moi, je suis né en 94, j'ai jamais rencontré Pierre-Éliott Trudeau, mais quand j'ai lu ça, c'est devenu mon ennemi à vie. Est-ce que c'est juste de s'en tenir à ça? Bon, alors, je trouve ça intéressant. J'aurais pu citer ça aussi, mais je cite un autre passage qui, à mon avis, est pire. OK? Je n'ai pas voulu le ménager. Non. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous avez voulu le ménager, mais je me disais, s'il ne le cite pas, c'est parce qu'il l'a lu suffisamment, puis je pense que vous le dites original. Donc, oui, non, il n'y a pas de problème. Puis ce texte, La trahison des clercs, je le cite d'abondance. Puis même, je le citais tellement, je me dis, mais peut-être que je le cite trop, là, je perds des lecteurs, puis etc. Puis ensuite, il y a Hubert Aquin, qui lui répond de façon très rigoureuse dans La fatigue du Canada français et La fatigue culturelle. Et je cite abondamment Aquin qui répond argument par argument. Donc là, il y a un chapitre qui est très... c'est les idées, là. C'est l'histoire des idées, le choc des idées. C'est du lourd, là, quand même. Oui. Là, il faut... il y a des chapitres qui prennent des cafés, puis il y a des chapitres comme sur Johnny Rougeau où on gambade dans une histoire... plus légère. Mais donc, il dit ça, il dit
le Québec est trop médiocre, n'est pas assez fort, n'a pas assez d'intellectuels, n'a pas assez d'instruction, etc., pour réaliser l'indépendance. Et ensuite, il dit, ce qu'il faut, c'est que les Québécois aillent à Ottawa, surmontent leur nationalisme, aillent lutter contre le nationalisme britannique, canadien, anglais, et transforment ce pays en un modèle pour le monde. Alors donc, dans le même texte, il dit, on est tellement nuls qu'on ne peut pas faire l'indépendance, mais on est tellement géniaux qu'à 1 contre 3, on va révolutionner le pays voisin. Et donc, il y a un aspect messianique, il y a un aspect méprisant et un aspect messianique. Et c'est une contradiction qui est très, très claire pour moi, et je vous la fais partager. Et moi, ma conclusion, c'est que le seul peuple qui ait jamais intéressé Pierre Trudeau, ce sont les Canadiens français du Québec. Toute sa vie est là. Au début, il voulait les rendre indépendants et fascistes. Ensuite, il a eu tellement honte du fait qu'il les voulait indépendants et fascistes qu'il a dit « Je les veux ni indépendants ni fascistes, mais je les veux triomphants au Canada. OK? Parce que la seule vraie voie, c'est la mienne. » Et d'ailleurs, les Québécois le suivent, ensuite le suivront d'élection à l'élection dans les autres tombes. Donc, il peut se dire un autre représentant du Québec. Mais il fait ça pour le Canada français. Il transforme le Canada, il fait la loi des langues officielles qui est révolutionnaire dans le cadre politique canadien. Il fait tout ça pour les Canadiens français. Et donc, il oscille entre le mépris de tous ceux qui sont en désaccord avec lui et la glorification de la capacité régénérative pour le Canada des Canadiens français. Mais vous êtes d'accord, peut-être, avec le fait que c'est pas juste une contradiction, c'est même peut-être une incohérence, parce qu'il est admiratif de sociétés qui... Et c'est peut-être le mot nationalisme qui le rebute, mais Cuba, je veux dire, c'était Cuba, c'était une unité en soi, c'était particulier, puis il tombe en amour avec ça. Je n'essaierai pas de démontrer que Trudeau est cohérent. Ah non. J'essaie d'expliquer oui, bien sûr, l'évolution de ces incohérences. Incohérences qui structurent l'histoire du Canada. Puis tu sais, Trudeau, c'est quand même le fils de Charles Trudeau. Charles Trudeau, un entrepreneur qui sort victorieux de la crise de 29. Mm-hmm. Et moi, des fois, je me dis, puis écoute, j'ai du temps, donc je réfléchis à ça, puis je me dis, c'est un homme injuste, Pierre-Éliott Trudeau, parce qu'il vient d'une bonne famille qui avait choisi peut-être le bon endroit où mettre de l'argent, alors que les Canadiens français, il y avait, par exemple, le père de Pierre Péladeau, lui a tout perdu en 29. Mais c'est presque un hasard, en fait. Les deux ont perdu leur père presque en même temps. Mm-hmm. Et Pierre-Éliott Trudeau, lui, c'est comme s'il était le fils d'un homme qui avait bien placé ses cartes, qui a quitté. Il n'a pas eu vraiment besoin de travailler fort. Et il en est venu à mépriser ceux qui n'avaient pas eu exactement le même parcours que lui. Mais il n'était pas responsable de son parcours, Pierre-Éliott Trudeau, sur ce plan-là. Il n'était pas responsable de la famille dans laquelle il est né et du privilège qu'il avait de et pourtant, il méprisait les autres. Il ne méprisait pas tous les autres. Il en méprisait certains. Et là, donc dans le premier tome, là, je parle de ces textes absolument, d'abord, erronés historiquement, mais très durs politiquement, où il dit, les Canadiens français ont une incapacité à être des démocrates. Ce pas des vrais démocrates. En fait, ils utilisent le vote juste pour faire du chantage, etc. Tout ça est très populaire au Canada anglais, mais aberrant au plan historique. Et là, au début des années 60, il dit « Ah, les Canadiens français ont découvert la démocratie. Ils sont en train de devenir démocrates parce qu'ils n'ont pas suivi ce qu'on attendait d'eux. Ils ont mis les libéraux fédéraux dehors en 58. Ils ont élu les libéraux contre l'Union nationale en 60. Et ils ont créé un nouveau parti, le Crédit social, en 62 au fédéral. Donc, la démocratie existe. Donc, il est capable aussi de modifier son opinion sur la capacité démocratique des Québécois. Alors, c'est une pensée complexe. Et il y a dans cette pensée complexe des déclarations comme celles que vous avez lues, puis ça va revenir constamment, qui sont d'une grande injustice pour la réalité québécoise. Est-ce que c'est une... Vous savez, vous dites c'est une pensée complexe. Est-ce que c'est une pensée? Parce que René Lévesque, on sait, par exemple, qu'il y a une cohérence chez René Lévesque. René Lévesque, c'est un homme qui voulait être juste. Et d'ailleurs, un peu plus tard, lorsqu'il y a eu le débat au PQ entourant la préservation ou pas des droits de la minorité historique anglophone, Lévesque avait répondu on ne veut pas se venger.
On veut de la justice pour nous. Ça a été la marque de toute sa vie intellectuelle. Bon, alors, c'est un bon exemple. Ça, je vais en parler aussi dans le prochain tome de cette question linguistique. Mais l'évêque, c'est celui qui, on ne sait pas s'il l'invente, mais en tout cas, il popularise l'expression rhodésien pour parler des Anglo-Québécois. Puis il ne dit pas les riches Anglo-Québécois. Il dit les Anglais du Québec, c'est des Rhodésiens. Alors, les Rhodésiens, c'est la même chose que des Sud-Africains dans l'apartheid. On parlait de la Rhodésie à l'époque. Puis en même temps, c'est celui qui met sa tête sur le bio en disant, si au nouveau Parti québécois, vous voulez interdire l'enseignement public en anglais, je pars. OK? Je pars. Ça, c'est la même personne. Ouais. Non, c'est incroyable. Parlez-nous de Jean Marchand, parce que là, j'étais content pour vous quand j'ai lu l'autre jour dans le Journal de Montréal qu'il y avait quelque chose de neuf dans ce livre-là, parce que la dernière fois, c'était quoi, 15 de neuf, vous m'aviez dit? Oui. Cette fois-ci, c'est combien à peu près? Peut-être 15 Peut-être 15 donc ouais. C'est toujours réjouissant, même pour le lecteur, de savoir que l'auteur a vraiment trouvé quelque chose. Ça doit être jouissif d'être à la maison comme ça, puis de découvrir quelque chose. Jean Marchand, il y a une nouvelle thèse, là, donc ça serait lui qui serait... presque le responsable des années 60, 70, 80 au Canada. Alors, racontez-nous ça. Bon, c'est un concours de circonstances. Le nombre d'événements improbables qui devaient se succéder pour permettre à Trudeau de devenir premier ministre du Canada, un romancier les enfilerait dans des chapitres, puis on dirait... Ça se peut pas. Ça il se peut pas. Il y en a un de trop. Soyons ça. Alors, moi, c'est la beauté de ce qui commence dans ce tome-là, puis ce qui se poursuivra dans le prochain, c'est qu'il fallait que beaucoup de choses arrivent pour lever des obstacles, puis ouvrir les portes. Puis Trudeau est considéré comme persona non grata au Parti libéral du Canada. Personne n'en veut. Mais tout le monde veut Marchand. Puis pourquoi tout le monde veut Marchand? Le président de la CSN, qui a été un orateur extraordinaire, qui a été une figure dominante de l'anti-duplessisme dans les années 40 et 50, surtout 50, c'est la prise politique que tout le monde veut. Et lui, il avait fait un pacte avec l'évêque en 59 en disant, le premier qui va en politique, l'autre le suit. Et quand l'évêque va à Lesage, Marchand dit, je veux y aller, mais pas tout de suite parce que la sécularisation de la CSN sur laquelle je travaille depuis 15 ans se termine quelques mois plus tard. Je suis numéro 2, je vais devenir numéro 1. Alors, laissez-moi finir ça. Là, je vais avoir une relève, puis là, je vais y aller la prochaine fois. La prochaine fois, c'est l'élection de 62 sur la nationalisation. Donc, Marchand veut y aller. L'évêque n'a pas arrêté de le tanner, puis il y a un appel de Lesage. Alors, il réunit son exécutif, puis il dit, je m'en vais. OK, l'exécutif dit c'est correct, puis Marchand écrit, ils ont fait semblant d'être peinés de mon départ. Bon, et puis là, il rappelle Lesage a dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Il dit, l'évêque dit que ça nuirait parce que tu es considéré comme la figure la plus détestée par les créditistes. Les créditistes viennent d'avoir 23 % du vote à l'élection fédérale. Et donc, on a peur que tu mobilises le vote créditiste contre le Parti libéral. Et là, moi, ça, c'était pas inconnu. Ce que j'ai trouvé dans les archives de Marchand, c'est une lettre écrite pendant les événements où il raconte à Gérard Pelletier, jour par jour, la peine que lui a créée cette position de l'évêque, le refus de l'évêque d'assumer ce qu'il avait dit. Et on voit qu'il y a un malaise qui se crée entre les deux qui ne sera jamais dissipé. Ils vont rester civils l'un envers l'autre, mais leur amitié qui était ancrée dans leurs années d'université à Laval, dans les années 30, où ils jouaient au blackjack ensemble, là, va être émoussé par ça. Et c'est le début de la tragédie de la vie politique de Jean Marchand. Il ne peut pas aller là. Mais il veut aller en politique, donc il veut aller à Ottawa. Et là, il pose la condition, vous ne pouvez pas m'avoir si Trudeau ne vient pas avec moi. Et c'est ainsi que si l'évêque avait laissé Marchand se présenter, jamais une porte n'aurait été ouverte pour Trudeau à Ottawa. Mais c'est quand même puissant parce que, étant donné qu'il y a beaucoup, on sait l'évêque, quelqu'un d'assez émotif, on sait Trudeau, quelqu'un d'assez loyal en amitié, mais quelqu'un aussi d'assez rancunier. On est capable aussi d'admettre alors que des questions aussi bêtes qu'une chicane, des promesses rompues ont pu influencer le cours de l'histoire comme ça. Petite question à un chercheur, donc.
On est quand même chanceux d'étudier des personnages qui ont laissé des lettres un jour. Non, mais un jour, comment ils vont faire? Vous avez parfaitement raison. Moi, je plains les chercheurs qui vont travailler sur les années 90, 2000, 2010, à moins qu'ils aient accès aux textos. Des captures d'écran? Bon, maintenant, les archivistes disent que les textos de ministres appartiennent au gouvernement, puis puis je sais qu'aux États-Unis, ça pose des problèmes parce que maintenant, les textos sont saisis par la justice, mais c'est pas la même chose que d'écrire une lettre où tu expliques ce qui vient de se passer. Donc, cette pratique d'écrire faisait partie de la vie de ces gens-là, ne fait plus partie de la vie, de notre vie à nous. Ça pourrait sembler être un détail, mais ça n'en est tellement pas un. Regardez, une lettre, on la structure, on l'organise. Des fois, on la recommence parce qu'on a raté notre coup à la 4e ligne. Ça nous emmerde, mais on recommence. Un texto, il n'y a souvent pas de majuscule, pas de point. Bon, il y en a qui en envoient des plus structurés que d'autres, mais c'est quelque chose comme une pauvreté qui attend sur le plan intellectuel beaucoup de chercheurs. Avant qu'on termine, je vais vous poser une question. J'aurais peut-être dû vous demander de vous préparer, mais si c'est trop long, trouver les réponses, on va les trouver ensemble. Quelle est la qualité de René Lévesque, maintenant que vous êtes rendu à 2 tomes, plus vous connaissant, vous devez être déjà bien avancé dans le 3e. Quelle est la qualité de René Lévesque qui vous fait le plus penser au Québec? Au Québec? Oui. Quelle est la qualité de Lévesque qui est la plus québécoise? Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas parfait, mais c'est un patenteux. Dans le sens qu'il a des idées, il a une orientation politique générale, mais face au réel, il va trouver la meilleure façon pratique d'avancer les choses. Donc, il est essentiellement pragmatique, mais il ne se laisse pas freiner par le degré de difficulté. Puis là, dans la nationalisation de l'électricité, le degré de difficulté, c'est que son patron et tous les décideurs sont contre. Puis il va réussir à patenter, avec l'aide de la patente d'ailleurs. L'Ordre de Jacques Cartier est impliqué dans la promotion de l'idée de nationalisation au moment où ça compte. Puis il va trouver un moyen. Il va finir par trouver un moyen. Il va chercher, il n'est pas certain, mais il y a une détermination jusqu'à ce qu'il trouve un moyen. Puis il est prêt à prendre le risque. Il allait démissionner. Puis il a utilisé sa démission, puis cette rumeur, pour essayer de trouver un moyen de bulldozer. Et puis ensuite, dans le ton suivant, il essaye de convaincre le Parti libéral de devenir souveraineté associationniste. Ça ne marche pas. Il n'est pas content que ça ne marche pas. C'est pas son premier choix de créer un nouveau parti. D'ailleurs, il n'aime pas les partis. L'organisation ne l'intéresse pas, etc. Il fait ça à contre-cœur, mais puisqu'il le faut pour le Québec, on va faire ça. Son défaut maintenant, c'est quoi le défaut de René Lévesque qui vous fait, j'imagine de façon peut-être plus désolante, le plus penser au Québec? Peut-être. Il est brouillon, il est indiscipliné. Alice Parizeau avait dit au sujet de René Lévesque, je pourrais sortir la citation exactement, là, mais elle avait dit à peu près ceci: c'est un hésitant. C'est quelqu'un qui est toujours en train de peser le pour et le contre. Et elle avait dit c'est très québécois. Il faut dire qu'elle avait quand même connu ça, l'histoire avec un grand H. C'est une rescapée de la Shoah. Mais quand j'avais lu ça, je pense dans la bio de Parizeau, je m'étais dit, mon Dieu, je pense qu'elle a mis le doigt là-dessus. C'est pas seulement hésitant. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, Camille Lorrain avait écrit sur Lévesque exactement ça. Comme les Québécois, il hésite entre l'audace et la prudence, etc. C'est ce qui fait qu'autant de Québécois se reconnaissaient en lui pour une grande partie du temps, mais dans ces dernières années et lorsqu'il a démissionné, il était détesté par une majorité de Québécois. Il y a eu une rédemption avec son décès. Mais donc, jusque-là, il n'a pas pu convaincre une majorité de voter oui. Et il était même très meurtri qu'il n'y avait même pas une majorité de francophones qui avaient voté oui en 80. Ça l'attristait. Mais c'est quelqu'un d'hésitant, mais qui avance. C'est pas quelqu'un d'hésitant comme Robert Bourassa, c'est quelqu'un d'hésitant et qui ne bouge pas. T'sais? C'est l'hésitant immobile. Lévesque, c'est l'hésitant mobile, OK? Et donc, c'est pour ça que les hésitants peuvent s'identifier en lui et peut-être avancer avec lui. Trouvez-vous qu'on a été un peu injuste? Je parle essentiellement des souverainistes des dernières générations, ceux qui ont eu la chance par la suite de le comparer à un Parizeau, qui était peut-être plus déterminé. On a peut-être oublié que sans Lévesque, il n'y a pas de Parizeau, que Lévesque a eu un mandat plus difficile, un rôle plus difficile à jouer dans l'histoire. C'est un défricheur, Lévesque.
Je pense que Leclerc avait dit, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple, puis c'est quelqu'un qui nous a donné confiance en nous. Moi, des fois, j'entends des souverainistes d'aujourd'hui dire « Ouais, l'évêque, il hésitait, l'évêque, il était en train de patenter. » Et attendez une minute. Qu'auriez-vous fait à sa place? Non, mais c'était un homme de son temps qui faisait avancer son temps. Et c'est clair qu'à chacune des étapes, il a tiré le Québec vers le haut. La nationalisation de l'électricité, aujourd'hui, tout le monde dit, bien évidemment, ben non, c'était pas évident du tout. C'était le contraire d'une évidence. C'est devenu un pilier. Plusieurs des réformes qu'il a fait ensuite. La loi 101, maintenant, on dit, même, je pense que Stéphane Dion avait dit, c'est une grande loi québécoise. Mais c'est pas ce que vous disiez à l'époque. Parce que là, faire la loi 101, même si l'évêque était plus hésitant qu'Émile Lorrain, il l'a quand même fait en l'amendant. Puis ça a tiré le Québec vers le haut. Donc, le Québec d'aujourd'hui ne serait pas du tout le même sans les audaces de cet hésitant qu'était l'évêque. Puis effectivement, il fallait autour de lui des gens qui le poussaient à sortir de son hésitation. C'était Camille Lorrain, c'était Jacques Parizeau, c'était certains autres. Comme lui, poussait le sage à sortir de ses hésitations. Là, je pourrais vous demander quelle est la qualité de Trudeau qui vous fait le plus penser au Québec, mais savez-vous quoi? Ça me tente même pas de le faire. Ça me tente pas de le faire. Vous savez, moi, je suis rancunier, je suis comme Trudeau. Vraiment, cette fois-ci, avant qu'on termine, sortons du livre que je recommande, très beau livre. D'après moi, vous allez avoir toute une file de gens pour venir obtenir une dédicace au prochain Salon du Livre. Je vous avais vu, je marchais au Salon du Livre au dernier, et j'ai vu à un moment donné une longue liste de personnes. Je me suis dit, bon, Ricardo est dans la place. Non, c'était vous. Il y avait vraiment plein de gens qui venaient vous rencontrer. Mais donc, avant que je vous laisse partir, est-ce que vous sentez, là, à quelques mois de l'élection d'octobre 2026, possiblement à quelques mois de l'élection donc d'un gouvernement péquiste et donc de la tenue d'un troisième référendum, vous qui êtes dans les médias, vous qui avez connu Parizeau, vous qui avez connu au moins de très près un référendum, sentez-vous que le régime s'énerve un peu en ce moment? Et ça, c'est une question qui implique les médias, qui implique le fédéral, qui implique tout ce que ça implique que le mot régime. Ça ne m'impressionne pas. Moi, j'ai vu le régime réaliser l'ampleur du danger très tardivement en 1995. C'était impressionnant. Là, en ce moment, on est dans les pré-préliminaires. Puis, il n'y a rien de ce qui se passe qui me choque. Je considère que tout le monde a le droit de parole, tout le monde discute, les idées circulent. Donc, non seulement ça ne me choque pas, je veux dire, il y a un autre éditorial de la presse qui est pour le non. Bien, il en faut. Moi, ça me choquerait qu'il n'y ait aucun éditorial pour le non nulle part au Québec. Ça me choquerait. Bon. Alors, non, moi, je pense que la conversation nationale avance. De façon correcte, comparée à plusieurs autres conversations nationales dans d'autres nations. Et puis, là, au moins, nous, les indépendantistes, nous savons ce qu'ils ont fait la dernière fois et donc nous avons les moyens d'amortir ces chocs ou de les contourner ou de les empêcher complètement. Moi, la chose qui m'inquiète plus, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois qu'ils n'ont pas fait la dernière fois et que nous, on n'a pas encore imaginé. Oui. Donc, vous anticipez 2 coups d'avance. Il y a quand même quelque chose de frustrant, je trouve, c'est lorsque, je prends l'exemple de l'espionnage. Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit, nous, on fait attention, quand on rentre dans une pièce, on laisse les appareils à l'extérieur, on met ça dans un sac qui combat les ondes. Il se fait un peu, on se moque de lui. Il y a toute une classe de commentateurs politiques qui tournent ça au ridicule. Et c'est plate parce qu'on sait au fond qu'ils ne trouvent pas ça ridicule. On sait qu'au fond, ça les énerve qu'il y ait pensé. Et malheureusement, ils ont un impact. Et pour certaines personnes qui sont moins politisées, qui se renseignent peut-être moins pour que ce n'est pas une priorité dans la vie que de se renseigner sur la chose publique, ça finit quand même par faire son petit bout de chemin. Bon, c'est un fou. Bon, c'est un paranoïaque. Bon, c'est un énervé. Ça vous frustre pas? Moi, ça me frustre. C'est quand même le politicien le plus respecté au Québec aujourd'hui. Hein? Donc, ça fait partie de la vie politique. On va vous critiquer. On va vous critiquer parfois de façon légitime et parfois de façon illégitime. Parfois, c'est vrai. Moi, écoute, je suis au bureau du premier ministre, puis on regardait les journaux le matin, puis des fois, on disait, bien, celle-là, on l'a mérité. Mais souvent, on disait, ben ça, on ne l'a pas mérité. Puis moi, je disais, ben là, les libéraux ont une mauvaise une, mais ils ne l'ont pas mérité. On voit ça, là. Et donc, ben c'est ça. Les gens vont déformer tes paroles, vont te contredire. Je veux dire, on a un système de contradiction
où tous les jours, pendant 45 minutes à la période de questions, il se dit que du mal du gouvernement. Hein? C'est pas balancé, là. Bon, ben, c'est le système qui fait ça. C'est comme ça, OK? L'Assemblée nationale ne cherche pas de consensus. Pourtant, la majorité des lois sont adoptées à l'unanimité. Ce qui est, bon. Alors, il y a une part de jeu, il y a une part de réel, il y a une part d'exagération. Ben oui, ben c'est ça la politique. Et pourtant, on a nationalisé l'électricité, on a voté la loi 101, on a donné le droit de vote aux femmes, on leur a donné le droit de signer. Vous savez, avant la Révolution tranquille, les femmes pouvaient pas avoir les mariés ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Tu sais, je veux dire, les progrès qu'on fait dans ce climat ingrat politique, pour moi, ça vaut la peine d'applaudir quand même, au final, la démocratie québécoise. Si vous avez 2 conseils à donner, puis je vous demande d'en garder un pour vous, aux souverainistes, oui. Vous qui avez connu 95, vous qui avez déjà aussi admis, non pas sur le plan personnel, mais qui avez eu des erreurs qui avaient été commises. Toujours. Est-ce que je vous demande de garder le meilleur des 2 conseils pour vous ou pour les autorités compétentes? On n'est pas fous, on est sur YouTube. Mais le premier, ce serait quoi? L'autre conseil que vous donneriez aux souverainistes? Un truc à ne pas oublier de faire ou un truc à ne pas faire? Vous qui avez connu. Ben oui, ne pas annoncer qu'on ferme 10 hôpitaux dans l'année pré-référendaire. Quelqu'un a déjà fait ça? Oui, on a fait d'accord. ça. On a fait ça. Puis M. Parizeau était d'accord avec moi. Je dis, réalisez-vous qu'on a donné un vecteur de mobilisation à l'opposition. Ouais. Bon. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas laisser partir les Nordiques 2 fois. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci Jean-François Lisée. Merci Rémi de m'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Ça fait en sorte que le contenu va vous être présenté de façon plus organique. Si vous êtes impatient, j'ai aussi ce défaut-là, on est sur Patreon, donc le lien est dans la description. Vous pouvez également vous rejoindre l'aventure. Vous posez sur Rejoindre, vous allez devenir membre exclusif sur YouTube. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Les épisodes 3 semaines d'avance, du contenu exclusif pendant 3 mois, ainsi que des fois, quand le cœur me dit, d'assister à un épisode en studio avec moi. Ciao, bye.